Bienvenue sur Rebond, le rendez-vous de la prise de parole en public. Prendre la parole, c'est faire passer tes idées, influencer ton auditoire, le faire passer à l'action. C'est aussi le dépassement de soi pour affirmer ton leadership. Mes invités sont entrepreneurs, managers, leaders inspirants. Ils vont te donner leurs liens, leur histoire, leur impact avec la prise de parole. Pour avoir leurs meilleurs conseils, abonne-toi. Tu veux avoir confiance en ta parole pour engager ton public ? Je te propose un accompagnement individualisé et adapté à tes enjeux et objectifs. Avec moi, tu découvriras les secrets de l'art oratoire. Tu pourras les appliquer instantanément au service de ta performance. Ton auditoire deviendra tes alliés et acteurs de tes interventions. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'accueille Mélanie Hénart, chanteuse en comédie musicale, thérapeute et coach vocal depuis 2015. Elle accompagne les personnes à découvrir leurs techniques vocales, libérer leur blocage et révéler leur potentiel artistique par la voix. Avec elle, nous allons découvrir beaucoup d'éléments indispensables à la prise de parole en public autour de la voix. Cet échange se fait en 4 parties. Voici la seconde. Tu pourras retrouver la première dans la description du podcast. Partons maintenant ensemble à sa rencontre. Quelle est la différence selon toi entre la voix parlée et la voix chantée ? Alors c'est une bonne question parce que pour moi, je fais pas vraiment de différence. Pour moi, les deux sont complémentaires. La grande différence qu'il pourrait y avoir, c'est juste que la voix chantée, forcément, elle va avoir peut-être plus de facettes à révéler, entre guillemets, puisque on va vraiment pouvoir chanter et atteindre des notes aiguës ou graves qu'avec notre voix parlée, on n'ira pas forcément. Pour moi, c'est la grande différence entre la voix chantée et la voix parlée, mais sinon, elles sont toutes les deux liées, vraiment, à mes yeux. Oui, ça, je l'entends et je le vois sur le chant, tu peux vraiment aller très très loin. Oui, Mais après, c'est 2 exercices différents entre chanter devant un public et parler face à un public. oui. Alors là, c'est de mon regard de spectateur. Mais Mhm. pour moi, tu vois, le chant, la chose la plus importante quand tu chantes, tu me dis, tu vois, si tu confirmes ou si tu penses différemment, c'est de transmettre de l'émotion Mm. et d'interpréter le texte, d'interpréter les notes avec le plus de sincérité pour transmettre le plus d'émotion possible. Oui, exactement. Sur la prise de parole, c'est d'autres éléments. En fait, l'émotion que tu transmets, elle est là pour mettre en mouvement les gens. Mhm. Et donc, il faut ajouter aussi d'autres éléments comme les mots, les arguments, les idées. Oui. Et donc là, t'as pas besoin de faire une conférence chantée, quoique ça peut être très rigolo. Il y en a et ça se rencontre des fois, c'est vrai que assez rarement, mais où des fois on mélange, tu sais, justement voix parlée puis voix chantée dans une conférence, je trouve ça super intéressant. Ouais, ouais. Bah là, c'est sûr que tu captes. En plus, si tu chantes des classiques que ton auditoire connaît, c'est le meilleur moyen de rentrer en connexion avec les gens, hein. Exactement. Et, et en plus de créer une expérience où tout le monde chante, ça peut être très rigolo. Ouais. Donc, mais en tout cas, c'est ça qui est important. Enfin, la différence, c'est que dans le chant, t'es dans l'émotion pure. Mhm. Dans la voix parlée, t'es dans l'émotion au service de quelque chose. Oui, je pense que la mission finale est différente, même si les missions se rejoignent aussi dans l'interaction avec le public, la connexion aussi avec le public. Bah, dans les 2 cas, il faut que tu crées une expérience mémorable. C'est ça, exactement, exactement, et être au service aussi de son public, que l'on soit chanteur ou conférencier, voilà, ou même, j'ai envie de dire, je dis toujours, on n'est pas forcément obligé de faire une conférence, on peut aussi être au travail et puis on fait une réunion devant 5 collaborateurs, 10 collaborateurs, voilà, ou même un entretien. Des fois, voilà, un public, pour moi, c'est à partir d'une personne. Dès qu'on est face à quelqu'un, ça peut être et qu'il y a une prise de parole et qu'il y a une mission derrière d'interaction, de connexion, et cetera. Pour moi, on est déjà quelque part en scène. Pour moi, c'est ce que tu décris là, c'est le fondement. Alors de moi, mais de quelqu'un d'autre qui s'appelle Aristote, Mmh. donc philosophe grec. Et
Et il dit ceci depuis 2600 ans, si tu veux vraiment permettre à un public d'agir, d'être en mouvement, l'un des critères fondamentaux, c'est d'être au service du public, Mmh. d'être au service de son audience. Et à partir de un, même dans des relations perso, que ce soit couple, amis ou autre, si tu parles que pour toi, en n'ayant pas d'empathie ou en ne voulant pas comprendre ce que te dit l'autre ou ce que te disent tes collègues et Mmh. en l'incluant pas, bah il y a de très très fortes chances que ça se termine pas très bien, quoi. Oui. Oui, ça compte énormément et tout ça, ça contient aussi, je trouve, tout le travail qui a été fait en amont où, on sait aussi autant quand, on chante que quand on parle, on sait l'objectif, on sait, qui on va servir. On sait aussi, l'idée ou en tout cas la question que j'aime aussi poser aux personnes que j'accompagne, c'est toujours de se rappeler avec quelle émotion j'ai envie que mon public reparte. Comment j'ai envie que mon public se souvienne de moi. Avec avec quelle idée aussi, le public repart. Avec quelle valeur ajoutée. Pour moi, la valeur ajoutée, elle compte énormément, pour, l'artiste, voilà, que ce soit en chant ou en voix, parlée. Et tu vois, là, par exemple, on a des questions qui sont un peu différentes, mais qui sont complémentaires. Moi, pour les personnes que j'accompagne, donc dans un but que les personnes agissent, c'est un, quelle est l'action que je veux faire à mon public à la fin de mon intervention? Mmh mh. Et ensuite, utiliser l'émotion, utiliser la narration, utiliser l'interprétation dans la préparation et dans l'interprétation du propos qui va susciter le plus possible cette action à la fin. Ouais, c'est très intéressant, j'aime beaucoup. Très complémentaire, ouais. Et cette question d'être au service, pour moi, elle est fondamentale. Et surtout, elle, alors, je pense qu'on, comme on est deux anciens timides, on peut l'affirmer, mais elle est game changer pour les personnes qui peuvent être timides ou introverties. Dans le sens que pour nous, anciennement timides, on peut avoir peur du regard de l'autre, peur de se faire juger. Et en fait, quand on prend conscience que quand on prend la parole, on est d'abord au service des gens qui nous écoutent, bah, c'est un vrai changement d'état d'esprit et Oui, d'idée, quoi. oui, oui, je suis complètement d'accord et ça permet aussi de se dire que, on ne reste pas avec une seule et même étiquette. C'est important aussi de parce que très souvent, on le rencontre beaucoup au début des accompagnements où, «Ah non, mais je suis timide alors, je suis là, mais ouais, je vais chanter pour moi, et puis bon, on verra après, hein, parce que, non, tu sais, je suis timide, je peux pas monter sur scène, je peux pas». Donc du coup, il y a des croyances, tu vois, il y a des limitations, des freins qui accompagne en fait les personnes qui arrivent dans un cours de chant et voilà, qui se sont construits sur certaines croyances et au final, ce qui est absolument génial, c'est qu'on peut, étape par étape, à chaque fois un pas de plus, se dire: «Mais en fait, la timidité, c'est quoi? Et est-ce que je ne peux pas transformer cette timidité, histoire de ne, plus "subir" entre guillemets cette C'est timidité, ça. mais la transformer?» Parce que pour moi, quand on refuse une prise de parole parce qu'on est timide, et, et moi j'étais timide à un point où dire bonjour à quelqu'un était compliqué, hein. Ouais. Donc, donc c'était. Donc je suis en empathie avec tous les timides qui nous écoutent. Mais, Mmh. mais en fait, quand on refuse une prise de parole, c'est refuser une rencontre, c'est refuser une opportunité, c'est refuser aussi d'apprendre, même si on peut être critiqué. Et ça, c'est Oui. l'accueil des critiques, mais ça, c'est. Souvent, les critiques sont. Ça dépend qui nous les donne, et si elles sont pas fondées, bah, elles nous atteignent un peu. Mais en fait, il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs à prendre la parole. Oui et puis je trouve que ça amène une vraie, chance ou opportunité de pouvoir mieux se connaître aussi en tant que personne et effectivement, quand on a fait ce travail-là de mieux se connaître et quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que je sais faire, quelle est ma «zone de génie» entre guillemets, je vais pouvoir en fait transformer, «avancer» entre guillemets avec tout ce que je suis et encore aujourd'hui,
Je peux me définir encore comme une timide et c'est complètement OK. Dans certains contextes, dans certains environnements, je peux me dire: «OK, bah, là, il y a, ma facette un petit peu de timide qui ressurgit», mais je suis complètement OK avec et je l'accueille, en fait. Je suis plus comme avant, tu sais, à me dire: «Oh mon Dieu, non, alors là, c'est bon, c'est insurmontable, je vais pas y arriver, je peux pas le faire». Tu vois, cette petite voix-là qui te met des bâtons dans les roues? Ben, en fait, quand on apprend à se connaître, on arrive à transformer ça et comme tu le disais, si jamais on arrive à rencontrer des critiques, parce que je pense que forcément, dès qu'on est dans, des métiers de chant, dès qu'on monte sur scène ou quand on est conférencier, dès qu'on est en fait exposé, forcément on s'expose aussi à un jugement qui peut être, positif ou, négatif et à partir de là, si on a appris et si on a fait ce travail de connaissance de soi, on peut trier et on peut se dire: «Ah bah, cette remarque, elle est super constructive pour moi, je vais la prendre, c'est bienveillant, c'est positif, je prends» et au contraire, si on se rend compte que c'est plutôt une critique, bah, juste négative, juste, bah, pas très sympathique en fin de compte, qui n'est pas fondée, on va pouvoir se dire: «OK, je me connais assez pour pouvoir, filtrer et me dire que non, cette remarque-là, je peux la mettre de côté et je suis OK avec ça». Ce qui fait que du coup, c'est voilà, on rentre moins dans quelque chose qui va être, qui va nous faire douter, hem Et souvent la critique, elle est, comment dire? Elle parle beaucoup de la personne qui la donne et c'est important de pas prendre les critiques pour soi, pour qui on a cette croyance que les critiques nous définissent en tant que tels. mmh, C'est vraiment très important de faire la différence entre les deux. Euh, Toutes les critiques que l'on vous dit, en fait, elles ne vous définissent pas en tant qu'individu, mais elles peuvent être positives ou négatives. Si les négatifs, bah, on prend pas. oui, Enfin, négatif malveillant, hein. oui, Parce qu'on peut être négatif et constructif. Euh, exactement. et ça, c'est important de le connaître et d'en prendre connaissance et bah, de le savoir tout simplement. Oui, Et, oui, d'avoir fait ce travail-là, sur soi aussi, ouais. pour pouvoir accueillir ça. Et en quoi connaître sa voix est un vecteur de connaissance de soi et d'estime. Et est-ce que tu peux nous partager ton exemple? Par rapport, tu veux dire par rapport à ce que j'ai pu traverser ou à ce que je vois, par exemple, dans les accompagnements? Les deux, si tu as envie de le Mmh. partager. Ouais, bien sûr. Je trouve que, en fin de compte, plus on va dans ce travail de la voix et plus, typiquement, on le voit en fait, ça fait un effet miroir autant pour les moments où on monte sur scène et autant, en fait, quand on vit dans notre quotidien. Pour rebondir avec, un petit peu la conversation qu'on avait, avant, avant l'enregistrement de cet épisode, c'est vrai qu'au départ, quand on travaille sur cette technique, quand on travaille sur soi, sur notre voix et bien, on peut des fois se rendre compte qu'il y a un décalage entre, par exemple, Mélanie l'artiste, ce qui, s'est passé, pour toi comme tu me disais, puis, bah, pour moi aussi. Hem, Mélanie qui était sur scène qui, bah, du coup, utilisait, sa technique vocale et cetera. Donc il y a une assurance, il y a une confiance en mes compétences de, bah, je sais ce que je dois faire, ma technique vocale est claire, je sais quelle interprétation je veux mettre dans ma chanson, je sais quelle émotion, je mets à mon service et cetera. Et puis il y a, bah, Mélanie qui quitte la scène et puis qui revient à son quotidien et puis en fait, bah, qui est encore timide en fait. Ou qui, voilà, ne se fait pas trop confiance, qui, il y a un décalage en fait et je trouve que plus on avance, puis plus on expérimente et puis plus on «gagne en expérience» entre guillemets aussi et plus en fait cette estime que l'on fait évoluer et j'aime bien dire que l'estime et la confiance, c'est un petit peu comme des muscles et que, bah, chaque jour on contribue à
muscler notre estime, muscler notre confiance et ça passe par des tout petits challenges, des tout petits pas où on peut peut-être se dire: «Ah bah tiens, ça me gêne d'aller, parler à cette personne» ou «Ça me gêne d'aller, à tel endroit» ou bah, chaque jour, hop, on va y aller, puis on va se prouver qu'en fait, on est capable de le faire et puis, bah, ce travail-là, il va aussi nous rapprocher, en fait, de qui l'on est, histoire de réduire le fossé, tu sais, entre la personne qui est sur scène et la personne qui est dans son quotidien. Et je pense que d'agir comme ça, le travail du chant, le travail de la voix, le travail que l'on fait sur soi, parce que forcément, bah, quand on travaille sur notre voix, on tombe aussi sur toutes nos croyances, sur nos constructions, sur ce qu'on a entendu. Voilà, toutes les choses qu'on a pu entendre sur notre voix, sur, voilà, bah, typiquement si on fait encore un point sur la timidité, bah, très souvent on a entendu, «Tu peux parler plus fort s'il te plaît? Je t'entends pas» ou «Tu peux articuler s'il te plaît?» On peut tomber sur des choses comme ça et puis, bah, ça nous poursuit en fait. Donc le but, c'est chaque fois on travaille sur l'estime de soi et ce qui va en fait nous rapprocher et ne faire qu'un en fait entre la version qui est sur scène et la version du quotidien. Et pour ça, j'ai aussi, comment dire? L'histoire d'une personne que j'ai accompagnée qui m'a beaucoup touchée, et qui montre bien qu'il y a un réel impact aussi sur, la vie en général, sur l'estime, mais sur tous les domaines de notre vie. J'avais commencé à accompagner, un jeune adolescent qui était, justement, voilà, qui voulait chanter pour lui, qui était timide, qui pendant des années, pendant je pense les 2 premières années, ne voulait absolument pas chanter devant moi donc il était obligé de me tourner le dos pour pouvoir chanter, et puis, bah, petit à petit, il me disait: «Ouais, tu vois, c'est pas facile, ah je ferai jamais de scène, j'y arriverai jamais» et cetera. Puis petit à petit, il voyait que, bah, le fait de mettre sa technique, il y avait des chansons où il était plus à l'aise d'oser les chanter. Il voyait aussi que toutes les techniques vocales, ça l'aidait dans son quotidien quand il prenait la parole, typiquement, au collège, au lycée et cetera, dans les, tu sais, dans les exposés, les choses comme ça. Et puis, bah, petit à petit, il a commencé à s'ouvrir et puis, à se dire: «Ah, mais tu sais, ben, maintenant je crois que j'ai suffisamment confiance pour peut-être chanter une chanson, dans ton spectacle». Alors là, j'étais: «Waouh!» bah, écoute, mais avec joie complètement et puis il a chanté, voilà, pour la première fois sur scène, une chanson et ça s'est super bien passé à tel point que, ben, l'année d'après, il en a chanté plusieurs et là, je l'ai vu dernièrement et il s'est inscrit au cours Florent. Donc en fait, il a décidé en fait vraiment de mettre en lumière, bah, tout cet aspect artistique, cet aspect, d'être exposé, d'être vu, de autant de chanter que de faire du théâtre et en fait, je me dis: «Ben, ça a un impact en fait qui est assez immense et qui touche, bah, tous les domaines de notre vie au final». Mmh. Bah, moi, je prends mon exemple. J'avais crainte de dire bonjour à quelqu'un et aujourd'hui, je suis formateur en prise de parole en public et en rhétorique. Tu vois? Exactement. Donc C'est magique. c'est voilà. Mais c'est quelque chose d'assez puissant, hein, quand on découvre sa voix, et quand on la travaille et après c'est en termes de confiance et l je pense qu'il y a un élément qui change beaucoup, en tout cas moi qui a beaucoup changé, c'est juste la posture. Oui. Comment tu te tiens? Et ça change beaucoup ensuite, en termes de relations, en termes de dégager du charisme, de l'envie de qu'on t'écoute ou l'envie de te voir, juste sur la posture, quoi. Hop, 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 une petite pause pour te remercier d'écouter notre échange. Et si tu veux avoir encore plus d'invités inspirants autour de la prise de parole, de l'entrepreneuriat et du leadership, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée et laisser un commentaire sur ce que tu auras appris. Ton soutien m'est précieux. Merci à toi et repartons maintenant ensemble dans notre échange. Changer vraiment, comment dire? Oui, effectivement, la posture va également changer,
tout ce qui se passe au niveau, du cerveau aussi. On va sécréter, d'autres choses ou, voilà, nous on dit toujours quand on prend je sais pas si tu seras d'accord avec ça, mais en tout cas, dans la posture, on travaille, énormément en fait, l'ouverture aussi, tu sais, du diaphragme avec l'ouverture des épaules. Parce qu'on a beaucoup tendance, tous en général, ou en tout cas beaucoup, à relâcher un petit peu au niveau de nos épaules en avant, tu sais, un petit peu une posture qui se referme parce que, ben, même, des fois, on n'a pas l'habitude de tenir un corps qui va être ouvert pendant, 1/2 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Au bout d'un moment, les muscles, quand ils sont pas habitués, ben, ils se disent: «On pourrait pas refermer un petit peu la posture là? Parce que ça on serait mieux un peu plus fermé». Et en fait, sans nous en rendre compte, des fois, hop, on referme. Et au contraire, je pense que c'est intéressant de toujours, en fait, s'arrêter dans le quotidien et de se dire: «Si je m'arrête 2 secondes et que je suis à l'écoute de mon corps, comment je me tiens là, tout de suite?» Et de pouvoir se dire: «Bon, ben, ah, ben, je suis ouverte, je suis ouvert, je suis bien dans mon corps. Bon, bah, OK, très bien, je renforce». Et au contraire, si: «Ah, bah, tiens, là, ouais, c'est vrai que je me suis un peu affalée ou je suis un peu fatiguée ou ah, j'ai refermé ma posture. Bon, ben, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'accueille ça? Ou est-ce que c'est pas le bon moment pour moi et i j'ai encore besoin d'être ouverte dans mon corps?» Et si c'est pas le bon moment et que j'ai besoin d'être ouverte, alors du coup, j'éduque mon corps à pouvoir, réouvrir. Quelles sont les 3 choses qui te plaisent le plus quand tu es sur scène? Il y en a tellement, déjà, je pense que le premier, c'est la connexion avec le public. Moi, c'est vraiment l'aspect humain qui me plaît. Hem, le partage, parce que la scène, c'est donner, recevoir en fin de compte. C'est pas du tout, voilà, c'est un mélange et c'est un échange. Ça me plaît beaucoup. C'est une conversation. Exactement, c'est une conversation. J'aime bien le mot, oui, j'aime beaucoup le terme, ouais. Hem, j'aime aussi pouvoir avoir l'opportunité d'être qui je suis. La maison enfin la maison, non, la scène, c'est un petit peu comme la maison, je trouve. Heu, Bienvenue au club. voilà. Moi, quand je dis ça à des amis, dire: «Mais vous savez, moi, la scène, c'est ma deuxième maison», et là, beaucoup de mes amis me regardent avec des yeux terrifiés: «Mais comment ça?» «Bah, non, c'est bon, je suis chez moi, tu vois? Je sais quoi dire, je sais quoi faire, c'est ultra confort, quoi», et là, j'ai les yeux Exactement. de mes amis qui se tiens, non, pas possible. Et encore une fois, je pense, ouais, c'est de l'entraînement, ça se construit en fait, je pense, ça se construit petit à petit et je pense qu'on est tous capables, au bout d'un moment, de pouvoir se sentir sur scène comme, ouais, comme une deuxième maison où, on est là et on est, je pense dans une version où on a envie d'offrir le meilleur en fait à notre public et très souvent en plus le public je trouve qu'il le rend vraiment très bien et où on se sent, porté par une énergie qui est, je dirais que c'est ça le troisième point du coup, c'est qu'il y a une sorte de magie, il y a une forme de magie je trouve que ce soit dans le chant, que ce soit dans une prise de parole, une conférence, il y a quelque chose, tu sais, qui est porteur, et dans lequel, bah, des fois, on peut se dire: «Oh mon Dieu, ça y est, je suis derrière le rideau», il y a du stress, il y a, tu sais, tu as tous les petits doutes des fois, de: «Est-ce que je vais pas oublier mes paroles? Est-ce que, ça va bien se passer? Est-ce que», tu sais, tu as tous cette petite voix des fois qui vient te parler un petit peu avant de monter sur scène et j'aime bien dire que cette petite voix, elle est normale aussi et elle se travaille aussi. Hem, mais une fois que tu mets ton pied sur scène, le premier pas sur scène et que tu arrives et que tu sens cette énergie du public et puis que tu commences à faire ta première phrase, puis une deuxième et puis, ah, ça devient naturel et puis tu te sens bien et puis voilà, bah, en fait, il y a une sorte de magie qui fait que il y a quelque chose, qui est assez unique sur scène. Je crois que c'est la troisième chose qui me plaît aussi. Ces 3 choses-là, c'est ce qui me fait le plus vibrer, hein, c'est pour ça que moi j'adore prendre la parole, alors dans le cadre de conférences ou d'interventions, mais dans d'autres cadres aussi, hein. Heu,
moi j'avais fait un peu de slam et des concerts de gospel dans un chœur de gospel où tu dis, waouh, tu te retrouves devant 1000 personnes, t'es dans un chœur où il y a 150, tu dis, waouh. Mais en fait, c'est ça, c'est que le, le, tu donnes, mais le public te donne 2 fois, voire 100 fois plus, et après c'est un jeu. Et, alors, dans le cadre du chant et de la scène, enfin du chant, et moi, en ayant vu beaucoup de concerts, bah, c'est ultra puissant, mais aussi même en conférence même en présentation de projet ou dans le quotidien du travail. Quand tu as quelqu'un qui est là et qui donne beaucoup et qui est sincèrement au service de ce que tu es en tant que collaborateur, bah, t'as vraiment plus envie de t'engager pour lui, quoi. Enfin, pas, non, pour être précisé, pas t'engager pour lui, mais t'engager avec lui. Exactement, main dans la main et je trouve que ça se sent, en fait et quand on met aussi, du cœur dans, notre, chanson, dans notre conférence, dans notre réunion, du cœur et qu'on s'investit aussi humainement, je trouve, avec tout ce que l'on incarne, je trouve que ça a une puissance et un impact qui est complètement, heu, voilà, qui s démesuré en fin de compte et des fois on se dit: «Oh là là, faut bien que je pense à ça, à ça, à ça». C'est très technique et cetera donc encore une fois, on revient à la technique est très importante, certes et on l'oublie pas, mais il y a aussi, l'investissement, de soi en tant que personne, avec le cœur, avec nos valeurs, avec, tout ça qui va aussi, créer un impact et un côté aussi, on en parle beaucoup, tu sais, le côté charismatique qui revient, très souvent. Comment je peux faire pour être charismatique? Qu'est-ce que je peux implémenter et cetera? Bah, ça passe aussi par ça, je trouve, parce que si nous-mêmes, on est convaincus de ce que l'on dit et qu'on est, comment dire? On est aligné aussi avec ce que l'on dit, je trouve que l'impact et le charisme, bah, il suit, en fait. Bah, en fait, pour moi, tu vois, pour parler de rhétorique et de prise de parole, c'est la métaphore de l'arbre. T'as, il y a quatre grandes choses dans la prise de parole. T'as les racines, qui est la posture, l'image, la voix, bon, ce qu'on entend. Et c'est ça le fondement. Et c'est ça qui. Alors, ensuite, tu as le tronc, la structure. Quelle structure tu choisis? Tu ne choisis pas la même structure pour une conférence, pour une prise de parole ou pour une interview média. Ensuite, tu as les branches qui va être toute la partie argumentation, les mots que tu choisis. Et ensuite, tu as les feuilles où ça va être toute la partie émotion. Alors, quand je dis les mots qu'il choisit, c'est les mots, les figures de style, les allitérations, etc., etc. Enfin, tout ce que tu peux rédiger et tout ce qui va apporter du style, en fait, à ton propos par les mots. Et ensuite, bah, tu as la partie visible de l'arbre qu'on voit le plus possible, qui sont les feuilles, qui là va être les émotions, les intonations, les rythmes, les silences. Mais tu vois, pour un orateur, s'il n'a pas les racines, qui est l'image qu'il a de lui, la voix, la posture, tout le reste ne fonctionne pas. Et, et c'est ce qu'il y a de plus vivant, tu vois, c'est ce qu'il y a dans les tripes. Et tout le reste, ensuite, c'est plus simple, quoi. Oui, le travail, je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis parce que ça ramène vraiment à cette notion de travail qui va être vraiment complet. Aussi, on se rend pas compte, hein, de tout le travail des fois qu'il y a, derrière, on voit une personne sur scène, on se dit: «Ah waouh, cette personne, j'aime ce qu'elle dit, j'aime, ce qu'elle, incarne, ce qu'elle dégage, j'aime le message» et cetera. Puis en fait, il y a tout ce travail, qui a été fait, effectivement en amont et on s'en rend pas toujours compte. Merci de le rappeler, c'est important. On l'utilise beaucoup, au niveau de la technique vocale aussi où, voilà, on va, comme tu disais au départ, on va vraiment installer les fondamentaux, comme, la respiration, la posture, le soutien, la projection qui sont vraiment des outils, fondamentaux
Et puis par-dessus, tu vas rajouter une couche où on va plutôt aller chercher, OK, dans quel mécanisme je vais, poser ma voix? Est-ce que je vais plutôt aller dans une voix de poitrine? Est-ce que je vais plutôt aller dans une voix de tête? Donc, une voix de poitrine qui va être forte et puissante, plutôt une voix de tête qui va être plus aiguë, plus douce? Est-ce que je vais plutôt aller dans une voix mixte, une voix plutôt, naturelle? Voilà, on va aller se poser la question de dans quel mécanisme je vais placer ma voix et puis, en troisième couche, on va avoir quel effet je vais utiliser. Est-ce que je vais mettre de l'air dans ma voix? Est-ce que je vais aller un petit peu dans de la distorsion vocale? Est-ce que, je vais, au contraire, enfin, on va aller chercher toutes les petites nuances qui peuvent être possibles et on va construire de cette manière-là. Pour donner un exemple concret, en tout cas, je parle en prise de parole, je vais vous faire 3 versions différentes. Si je vous dis, par exemple, enfin, en première version, je suis content d'être là. Deuxième version, je suis vraiment content d'être là. Ou alors, troisième version, je suis content d'être là. Oui. C'est quasiment la même phrase avec un mot différent, mais 3 versions différentes. Mmh. C'est ça qu'on appelle la nuance et la prosodie, en fait. C'est le Oui. terme commun, je pense, qu'il y a entre le chant et la prise de parole. Quand on apporte la nuance, c'est ça. Et c'est ça qui est infini dans la prise de parole. Oui, complètement avec les intonations. Les nuances. Est-ce que je vais parler plus fort? Est-ce que je vais parler moins fort? Où est-ce que je vais mettre mon accent aussi? On parle beaucoup, alors que ce soit en chant ou en prise de parole, l'articulation qui va vraiment être, importante aussi, où, on explique souvent en fait que les consonnes sont faites pour être articulées, heu alors que les voyelles sont faites pour être, alors chantées. Ça va être beaucoup plus compliqué d'articuler un «ou», ce genre de pas possible. Par contre, un «p», un «t», toutes les consonnes, ce qui va venir en fait accentuer une phrase, ajouter du dynamisme, ça oui, complètement. Et je trouve qu'on le mentionne pas forcément dans l'articulation. Le fait que quelle est la différence entre une consonne et une voyelle? Qu'est-ce qu'on articule? Qu'est-ce qui est possible en tout cas d'articuler et qu'est-ce qui n'est pas possible d'articuler? Je trouve que des fois on le mentionne pas forcément et on se retrouve à OK, donc on me dit que je dois articuler, mais attends, comment ça se passe en fait l'articulation? Qu'est-ce que je dois articuler? Des fois on peut être un petit peu perdu dans cette, nuance-là justement. Donc ouais, les consonnes en tout cas sont, importantes à articuler. Moi, la différence que je fais, c'est la différence entre allitération et assonance pour donner vraiment un style très, très particulier et qui donne envie d'être écouté. Et, la Génial. répétition des consonnes ou des voyelles, ça fait partie des petits détails que je dis à mes clients à la fin. Bon voilà, le texte est préparé, Mmh. maintenant on va le retravailler pour apporter vraiment plus de style et qui est votre Oui. style. Pas le mien, pas celui de quelqu'un d'autre, mais le vôtre, Mmh. quoi. Je crois que oui, c'est vraiment important en plus de toujours ramener à, comment dire? Faire sa patte. Je crois que c'est important, de revenir toujours à, qu'est-ce que l'artiste a envie d'exprimer et que surtout ça ressemble à la personne, enfin à l'artiste. Alors l'artiste pour moi c'est un terme général, hein, dedans j'inclus la personne, qui, prend la parole, sur scène, j'inclus, le chanteur, j'inclus, la personne qui fait sa réunion. Pour moi, on est tous des artistes, voilà, on a tous une partie à l'intérieur de soi qui est créative, qui crée, qui écrit, qui compose. Voilà, donc oui, on est tous, des artistes, en création et je pense que c'est important de toujours revenir à, il faut que ça ressemble à l'artiste. Un grand merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager et mettre 5 étoiles plus un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. À bientôt pour une nouvelle rencontre.